Bienvenue à tous sur Africa 24. Cette nouvelle édition de l'interview reçoit le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, M. Karamoko Jean-Marie. Il partage avec nous sa vision du panafricanisme et de la contribution de la diaspora des afro-descendants au développement du continent. M. Karamoko Jean-Marie, bienvenue sur Africa 24. Merci. Monsieur le ministre, le Burkina Faso est un pays qui s'inscrit dans un élan de panafricanisme. Le pays tient également le leadership via la création de l'Alliance des États du Sahel, l'AES. Quelle est votre vision du panafricanisme et quelles sont vos perspectives? Je dirais que ma vision, elle s'aligne sur celle du président de la transition, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, qui voit l'Afrique dans une entité décloisonnée, décomplexée, de cohésion, de solidarité, de partage et organisée autour d'une économie efficace où les Africains travaillent pour les Africains, s'épanouissent dans un cadre totalement décomplexé et où l'Afrique compte dans la course du monde. Voilà un peu comment est-ce que nous envisageons le panafricanisme. Bien sûr, c'est hérité de la vision de nos dévanciers, Modibo Keïta, Kwame Nkrumah, qui ont rêvé pour cette Afrique, une Afrique forte, une Afrique qui reste dans la course du monde. Je pense qu'ils nous ont laissé un héritage en termes de vision, un héritage conceptuel que nous devons de considérer comme un patrimoine et pour laquelle nous devons tous travailler. Vous avez pris part à la conférence régionale de l'Afrique de l'Ouest qui s'est tenue en mars 2024 à Bamako au Mali, en prélude au 9e congrès panafricain prévu à Lomé du 29 octobre au 2 novembre 2024. Quel est pour vous l'enjeu de cette conférence? Cette conférence a la particularité de s'inscrire dans une série de conférences. C'est une première en perspective à un congrès qui va se tenir à Lomé en fin octobre, début novembre, mais qui est précédé par une caravane, on va dire, d'organisation de congrès. C'est la première fois qu'on s'inscrit dans une telle démarche où on organise des réunions préparatoires dans des zones bien ciblées et qui tiennent compte de la diversité de la diaspora. Parce que nous parlons tous de la diaspora et cette diaspora, elle est assez diverse. Il y a les vieilles diasporas qui sont installés sur des îles et qui sont devenus des entités souvent autonomes. Mais nous avons aussi nos frères et sœurs qui se sont retrouvés sur d'autres territoires et qui gardent un lien fort, historique, sociologique, mais aussi économique et fonctionnel avec leur pays. Donc je dirais que la réunion de Bamako, qui est la deuxième donc, de cette caravane, a la particularité donc, de nous amener à réfléchir sur l'entité Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce que nous voulons pour cette diaspora? Comment est-ce que nous devons réfléchir et organiser nos rapports avec la diaspora? Quelle place leur réserver dans l'Afrique d'aujourd'hui et de demain? Tels sont autant d'enjeux autour desquels nous essayons de discuter. Je pense que c'est une réunion qui a tout son sens dans la mesure où elle réunit autour d'une thématique plusieurs acteurs, plusieurs sensibilités. Vous avez des hommes des médias, vous avez des activistes, vous avez la société civile, les journalistes, les politiques, pas seulement de l'Afrique de l'Ouest, mais de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique centrale, de l'Afrique de l'Est. Et ça nous permet de pouvoir parler ensemble d'une thématique qui apparemment semble partagée au début, mais le fait de nous retrouver ensemble et de discuter nous permet de revoir ce concept sous plusieurs angles. De la perspective de l'Afrique de l'Est, de l'Afrique du Sud, de la perspective des îles Caraïbes. Et c'est ça qui fait la richesse donc, de cette démarche préparatoire. Justement, pour aller sur la même lancée, la décennie des racines africaines et de la diaspora suit son cours. Quels sont selon vous les enjeux pour la diaspora africaine en général et du Burkina Faso en particulier? Et selon vous, fédérer l'Afrique à sa diaspora, aux afro-descendants, est-elle pour vous une nécessité? Si oui, quelles sont les voies et moyens pour gagner ce pari? Pour moi, c'est non seulement une nécessité, mais c'est une urgence et c'est un impératif. Pourquoi? Parce que tous les chiffres montrent à quel point la diaspora est importante dans la mobilisation des financements.
Aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique où nos économies sont fortement dépendantes de la mobilisation extérieure que nous ne maîtrisons pas. Chaque dollar, chaque euro que nous recevons dans le cadre du partenariat, il me semble, constitue comme un maillon d'une chaîne qui nous lie en termes de décision. Nous avons une alternative qui peut être renforcée par l'apport de la diaspora. Il nous reste juste à réfléchir sur comment optimiser donc l'utilisation de cet apport. La diaspora, c'est des milliards d'euros chaque année qui sont injectés sur le continent. Mais tant que nous n'avons pas de mécanismes efficaces pour organiser l'utilisation de ce financement de manière à financer des politiques publiques rentables, productives, nous allons toujours rester dans un chemin où nous savons que ça représente quelque chose, mais nous n'allons pas pouvoir faire le point de comment est-ce qu'on peut véritablement utiliser cela comme un puissant levier de développement de nos économies. Quelles peuvent être les missions de la diaspora et des afro-descendants dans la renaissance africaine? Plusieurs missions. La diaspora en elle-même, c'est une ressource. Je pense que nous envisageons la diaspora sous l'appellation positive. Ressources humaines de qualité en termes d'expertise. Donc c'est une main-d'œuvre qualifiée dont nous avons besoin. C'est aussi une source de mobilisation financière pour nos économies. Donc je dirais que leur apport s'articule sous plusieurs dimensions. La dimension financière, c'est celle qui est plutôt commentée et vue de partout à travers donc, les transferts monétaires. Mais il y a la mobilisation de l'expertise. Nous avons dans nos pays des limites, surtout en ce qui concerne les fonctions publiques. Et ces limites, très souvent, c'est quoi? C'est souvent l'évaluation en termes affinés de nos besoins. Les études techniques, les études détaillées, la formulation des termes de référence, tout ça, ce sont des besoins qui peuvent être compensés par l'apport d'une certaine diaspora qui dispose de toute l'expertise. Et je pense que nos pays gagneraient davantage à valoriser cet apport-là pour pouvoir disposer de politiques publiques de plus en plus précises et qui leur donnent la possibilité de négocier sur des bases beaucoup plus précises et beaucoup plus concrètes. Pour revenir sur les limites, quelles sont aujourd'hui les contraintes liées à l'investissement productif de la diaspora, notamment en Afrique, selon vous, et au Burkina Faso en particulier? Je pense qu'il y a plusieurs limites. La première, c'est d'abord l'environnement institutionnel et juridique. Nous avons une administration qui n'était pas au départ conçue pour tenir compte de la gestion de ce flux qui vient de l'extérieur. Et d'un autre côté, nous avons des ressortissants qui sont établis un peu partout et qui ont envie de faire quelque chose dans leur pays. Il faut qu'il puisse y avoir un cadre de dialogue pour mieux comprendre quels mécanismes offrir pour leur permettre de travailler le plus efficacement possible, mais aussi dans un environnement de sécurité. Aujourd'hui, il y a des groupes qui veulent bien faire des choses au pays et qui sont motivés, qui ont les ressources, mais qui sont limités par les procédures administratives, par exemple. Nous avons besoin de retravailler cela et de faire en sorte que lorsque nous avons de telles offres, que ça puisse se passer dans un cadre qui garantisse l'efficacité, qui garantisse le résultat et qui garantisse des objectifs partagés. Et cela, non pas seulement pour la diaspora, mais pour les acteurs qui sont à l'interne et qui veulent aussi travailler dans le même secteur. Donc je pense qu'en travaillant à créer un environnement pour la diaspora, nous offrons en même temps un cadre propice à ceux qui sont restés et qui pourraient d'ailleurs travailler en synergie et en collaboration avec ceux qui sont à l'extérieur et qui sont arrivés à se faire un certain capital en termes d'expertise, mais aussi financier, pour ensemble lancer des actions qui puissent transformer notre environnement économique. Merci, Monsieur le Ministre, pour ces précisions. La CEDEAO a annoncé la levée des sanctions financières et économiques à l'endroit des pays de l'AES et invité au dialogue. Quelle est aujourd'hui la position de votre pays face à cette levée des sanctions économiques et financières de la CEDEAO? Nous avons constaté en même temps que le reste du monde l'annonce de la levée des sanctions par la CEDEAO. Et de mon point de vue, c'est une annonce qui vient encore une fois justifier que les mesures qui avaient été prises étaient non seulement injustes, intolérables et inhumaines. Donc pour moi, c'est d'abord rétablir le droit,
Mais je dirais que la dynamique qui est enclenchée au niveau de l'AES est une dynamique qui doit conserver son identité et qui doit continuer. Je dis cela parce que les expériences d'intégration en Afrique, notamment celles de la CEDEAO, ont démontré leurs limites. Il nous faut courageusement renouer et repartir à la source sur la base d'espaces beaucoup plus cohérents, plus fonctionnels et qui nous permettent de travailler dans le déploiement de politiques publiques convergentes avec une approche territoriale intégrée plus efficace et qui puisse nous garantir les résultats d'intégration. Donc je dirais que l'AES est en marche, l'AES poursuivra sa marche. Pour vous prendre au mot, vous soulignez le fait que ces sanctions économiques et financières ont été injustes. Sur quoi vous vous basez pour... Écoutez, quand vous êtes une institution créée pour un espace économique, pour créer un espace douanier, pour créer un environnement de solidarité pour les États qui composent cette organisation, vous êtes censé aller vers une vision qui est celle de la CEDEAO des peuples, comme cela est transcrit dans la vision 2050 de l'institution, et que vous vous retrouvez à prendre des mesures de confinement politique, d'accord, économique, financière et même humanitaire contre un membre qui est partie intégrante de cet espace et qui contribue à l'économie de l'espace. Il me semble que vous êtes fondamentalement sorti de votre trajectoire. Et c'est ce qui s'est passé lorsque la CEDEAO a pris des sanctions contre le Niger. Ces sanctions, non seulement ne figurent pas dans les textes de la CEDEAO, donc elles ont été inventées. Ces sanctions n'ont absolument rien à voir avec les objectifs d'intégration, mais plutôt orientées sur la désintégration. Et ces sanctions, en fin de compte, révèlent l'écart et la distance qu'il y a entre la réalité de l'espace économique et ceux même qui se sont assis et qui ont réfléchi sur ces mesures. Donc il y a comme une déconnexion totale entre ceux qui ont pris ces sanctions et la réalité du terrain. Ils ne connaissent pas l'espace dans lequel ils sont en train de travailler. Et cela, je pense que ça révèle toutes les limites et la profondeur de la pathologie dont souffre la CEDEAO. L'AES se démarque pour repartir sur une base qui offre plus d'alternatives et qui offre plus de sérénité et qui nous permet de travailler véritablement vers une intégration qui porte véritablement ce nom. Pour revenir à l'acte officiel de confédération de l'Alliance des États du Sahel, où en est-on aujourd'hui? L'acte de la confédération est déjà préparé. Nous avons fini toutes les réunions préparatoires. Nous attendons juste de tenir le sommet donc, des chefs d'État et ce sera pour bientôt. Dans tous les cas, il s'agit pour nous de travailler à offrir une nouvelle alternative à nos populations, une nouvelle alternative à notre jeunesse, une nouvelle alternative aux hommes et aux femmes du Sahel, mais aussi de toute l'Afrique, et de faire comprendre que quelque chose est possible lorsque tout le monde s'y met. Monsieur Karamoko Jean-Marie Traoré, merci d'avoir été l'invité d'Africa 24. C'est moi qui vous remercie. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Retrouvez l'intégralité de ce programme sur MyAfrica 24 et africa24tv.com.